Salut les ludistes, bienvenue sur la chaîne de Ludikev. Alors aujourd'hui, une vidéo pour vous parler de ces trois petits jeux-là qui sont devant moi. Mais en réalité, il y en a quatre parce que dans Marvel Remix, il y a aussi Fantasy Realms qui est caché à l'intérieur. Donc, petite vidéo pour vous parler de ces trois jeux qui utilisent la même mécanique de jeu, justement, à savoir optimiser sa main de cartes en un minimum, enfin en un minimum de tours, en un tour, en un nombre de tours limité. Le premier qui est sorti, c'est donc Fantasy Realms, le Fantasy Realms de base. Fantasy Realms, je le dis tout de suite, qui reste mon chouchou, bien que ce soit le plus ancien. Les nouveaux qui sont sortis ensuite n'arrivent pas à sa hauteur, mais en fait, dans Fantasy Realms, eh ben, qu'est-ce qui se passe? On va prendre le petit livret de règles. Le Fantasy Realms, alors moi j'ai la version numéro 1. Je sais qu'il y a eu pas mal de rééditions avec notamment des changements graphiques. Alors moi j'ai la version, alors vous voyez dans la petite boîte de Marvel Remix, j'ai mis du coup Fantasy Realms. Fantasy Realms, c'est juste un paquet de cartes. Voilà. Le Fantasy Realms de base, on a juste un paquet de cartes. Chaque carte a une valeur. Chaque carte a une couleur et chaque carte a un bonus. Hop là. Et en fait, dans Fantasy Realms, on a 7 cartes en main au début de tour. Et à chaque tour de jeu, notre tour est ultra simple. C'est soit on pioche une carte de la pioche, soit on récupère une carte qui va être posée dans une rivière commune devant nous. Là, on pousse comme ça. Donc à mon tour de jeu, j'ai mes 7 cartes en main. J'ai les 7 cartes. Il va falloir que je regarde et que je lise un petit peu qui combotte avec qui. Par exemple, si je prends cette carte-ci, là, le navire de guerre, hop, le navire de guerre. En haut, c'est le nombre de points de victoire qu'il me rapporte. Il ne veut pas zoomer, voilà. On a une catégorie, donc c'est une arme. Ça me rapporte 23 points de victoire. Par contre, les cartes ont des malus et des bonus. Là, par exemple, en malus, cette carte-là sera masquée, c'est-à-dire qu'elle ne me rapportera pas de points de victoire. Si elle est masquée, sauf avec au moins une carte vague, et elle efface le mot armée des malus de toutes les vagues. Bah ouais, c'est un navire de guerre, donc il faut que j'ai au moins une carte vague, sinon je n'ai pas les 23 points. Donc on regarde un petit peu toutes les cartes qu'on a en main, et chaque carte a des effets de combo avec une autre carte, etc. Et donc à mon tour de jeu, eh bien, je pioche soit une carte de la pioche, soit une carte qui aurait été dans une rivière ici, là. Alors au début, il n'y en a pas, je crois, si je dis pas de bêtises. J'ai joué en solo, donc là, ça a changé un petit peu. Voilà, c'est tout. Au départ, il n'y en a même pas. Donc au premier tour de jeu, bah, on pioche une carte et puis on doit en défausser une de notre main. Et à partir de là, le joueur suivant peut soit piocher une carte de la pioche, soit récupérer une carte qui est dans la rivière ici et toujours se défausser d'une carte de sa main. Et la partie prend fin quand il y a 10 cartes qui sont dans le marché. C'est la fin de partie. Chacun révèle alors sa main de cartes, sa main de 7 cartes. On ne peut pas en avoir plus. Donc sa main de 7 cartes. Et puis à ce moment-là, le petit hic de ce jeu, c'est le comptage des points, même si grâce à une application, ça devient beaucoup plus simple parce que sinon c'était un petit peu de galère de compter quelle carte combotte avec laquelle. On avait peur d'oublier des choses, peur de mal compter ses points. Donc là, avec l'application, on rentre les cartes qu'on a, arbre monde, épée, nécromancien, rune de protection, l'arène, etc. Et ça nous donne notre score final. C'est un jeu qui est ultra simple. On cherche les combos. Alors attention, ça sera valable pour les trois jeux. Ce sont des jeux où il y a pas mal de hasard, vu que ce sont des tirages de cartes et des cartes qui combattent entre elles. Donc notamment dans ce Fantasy Realms, si on attend absolument une carte et qu'elle ne vient pas, eh bien, toute notre stratégie tombe un petit peu à l'eau. Par exemple, là, si je prends la reine, vous savez, c'est un seigneur. Elle a un bonus de plus 5 pour chaque carte armée qu'on aura devant soi. Et avec le roi, plus 20 pour chaque armée. Donc si on arrive à choper la reine et le roi, eh bien on essaye de se blinder en armée. Et puis ça peut monter très très vite. Est-ce que le zoom va vouloir refonctionner? Voilà. Donc voilà, Fantasy Realms. Moi j'adore l'univers. C'est du fantasy. Univers médiéval, etc. Donc j'adore ça. Ça fonctionne très bien. Les illustrations de cette édition, de cette première édition, moi j'aime beaucoup. Ça fait un petit peu livre dont on est le héros. J'aime bien les illustrations un peu old school. À savoir qu'il y a aussi une extension qui est sortie et qui rentre aussi dans la boîte de base. Une extension, alors moi je l'ai en anglais, mais elle est sortie en français depuis. C'est The Cursed Hold et ça nous donne des cartes supplémentaires qu'on pioche au début de partie. C'est les cartes trésors. On a des cartes trésors là qui vont arriver. Et les cartes trésors changent un petit peu la manière dont on va jouer. Là, vous avez par exemple le trésor, à n'importe quand, il vaut 25 plus de points à la fin du jeu si on a en moins
3 autres cursed items face down. Parce qu'à notre tour de jeu, on a une nouvelle option, c'est de défausser. Ah, il a du mal à rezoomer à chaque fois. Ah, ça m'embête. Hop là, je remets là et je mets là. Rezoom s'il te plaît. Hop, il veut plus. Il veut plus. Ah bah c'est embêtant si ça va être flou. Voilà. Donc attention, dans Cursed Ode, du coup, on a ces cartes-là. Et au début de tour, on va pouvoir en défausser une pour en piocher une. Et on a aussi des nouvelles cartes qui arrivent en jeu. Des nécromanciens, on a des landes, on a des morts-vivants qui permettent d'aller jouer avec la défausse. Donc ça apporte une petite nouveauté. On a des outsiders aussi qui arrivent en jeu. On a des cartes sauvages qui peuvent prendre n'importe quelle couleur. Bref, ça rajoute un petit peu plus de stratégie au jeu. Donc, je ne me suis pas beaucoup plongé dans cette extension. On n'a pas fait beaucoup de parties avec. Donc, je sais qu'on en a fait 2-3 et c'était assez agréable, mais on ne l'a pas vraiment approfondi. Donc, nous, c'est vraiment avec le jeu de base qu'on joue et avec l'extension. Donc, voici Fantasy Realms qui est à l'origine de tous les autres jeux. Le suivant, donc, c'est Marvel Remix. Marvel Remix, alors c'est exactement la même chose. C'est Fantasy Realms dans l'univers de Marvel avec un petit twist supplémentaire. C'est-à-dire que là, la mécanique de jeu est absolument la même, sauf qu'on a, eh ben ouais, c'est du Marvel, donc on va avoir un paquet vilain. Donc en début de partie, c'est pareil, on distribue des cartes aux joueurs, 7 cartes, toujours une main de 7. Je regarde juste, on distribue 6 cartes remix. Alors les cartes remix dans Marvel Remix, eh bien hop, je vais déposer ça à côté. Les cartes remix, eh bien ce sont des objets. Là on a Mjolnir, on a des alliés, Forge, on a des lieux qui combattent avec certaines choses, on a des manigances, et on a, si je vous en trouve, on a des héros par exemple, on a She-Hulk. Et chaque carte va avoir, hop, je vais essayer de remonter là-haut, mais ça va tout me bugger mon zoom. L'auto-zoom est très très capricieux aujourd'hui. Il ne veut pas, le coquin. Voilà. She-Hulk, donc c'est un héros, pareil, les points qu'on gagne en fin de partie. Et chaque héros ou chaque carte va avoir des petites icônes. Et là, en fait, les combos qu'on va faire, ça va plus être forcément avec des noms de cartes, mais ça va être avec des icônes. Là, vous voyez, par exemple, elle gagnera plus 5 points pour chaque petite icône nucléaire, là. Donc là, on a déjà 5. Et chaque autre icône qu'on va retrouver sur ces cartes, eh bien, on va marquer 5 points supplémentaires. Là, par exemple, j'en ai pas. Et le petit twist, c'est qu'on a un paquet vilain. Donc, en début de partie, on a 6 cartes remix. On a une carte vilain en début de tour. Et vraiment, le zoom, il est pénible aujourd'hui. Et une carte vilain. Et les cartes vilains, à la fin du jeu, il faut au moins en avoir une en main, avec au moins un héros ou un allié. Si on a une de ces conditions qu'on n'a pas dans notre main, on perd directement la partie, on ne compte pas nos points. Et les vilains, eux, eh ben pareil, ils ont une force. Hein. La chatte noire, attention, qu'est-ce qu'elle nous dit, elle? Eh ben elle, la chatte noire, elle nous dit, hop, elle nous dit plus 5 avec un lieu avec cette icône-ci, cette icône rose, et moins 5 pour chaque carte manœuvre. À savoir que les vilains, à notre tour de jeu, on peut très bien se défausser d'un vilain pour en repiocher un autre. On peut avoir plusieurs vilains en main. La seule condition, c'est qu'en fin de partie, il faut au moins un vilain, un héros ou un allié. Si on n'a pas ça, un vilain obligatoire, un héros ou un allié, un des deux, sinon on ne compte pas ses points. Voilà, et sinon ça fonctionne de la même manière. On attend qu'il y ait 10 cartes dans la rivière. À notre tour de jeu, c'est soit on pioche une carte du paquet remix, soit une carte du paquet vilain, soit une carte de la rivière, et on en défausse une. Le comptage des points est un peu plus simple dans ce Marvel Remix. On n'a pas besoin d'application, ça va plus vite à compter. Il y a des combos qui sont hyper violents. Je vous montre un petit peu les illustrations, parce que ceux qui sont fans de Marvel, eh ben, ça passe très bien. Donc la Shadow 4, c'est un héros, elle a deux petits symboles, un rouge, un bleu, et elle vaut plus 4 avec n'importe quel lieu. On a Thor, et on a aussi, le truc sympa, c'est qu'on peut se transformer, vous voyez, Thor, Odysseus, eh ben, il a une force, un tunnel et un marteau. Si on arrive à choper le marteau pendant la partie, Thor va se transformer, il vaudra plus 4 points, mais il en vaudra 12 et il aura beaucoup plus d'icônes. Et du coup, il est plus puissant et il devient un héros de force 12, dieu du tonnerre. Donc on a des petites cartes comme ça qui se transforment. Là, il y a un vilain qui est venu se promener ici, là, le crapaud. Alors le crapaud, il rapporte quand même des symboles hein, qui peuvent compter avec d'autres cartes, il vaut 14 points. Mais par contre, il est masqué, sauf avec un autre vilain qui a le symbole crâne. Donc si on garde le crapaud en main, il va falloir qu'on chope un autre vilain. Donc voilà, on a donc des lieux, hein, la course-poursuite, je ne sais pas pourquoi c'est un lieu, mais plus 3 pour chaque petit symbole de course. Hop.
et pour chaque aile et pour chaque flèche. Donc là, une fois qu'on a cette carte-là en main, on essaye d'avoir des cartes qui combattent avec celle-ci. Donc voilà, Marvel Remix, eh bien c'est Fantasy Realms, hop là, on essaye de remettre l'auto-zoom qui ne veut toujours pas. Allez, oh dis donc, c'est franchement pénible aujourd'hui. Pourquoi il veut pas lui? Attention, on va essayer de le mettre comme ça, voilà. Il est revenu. Donc Marvel Remix, c'est Fantasy Realms dans l'univers de Marvel, avec des conditions de scoring et des comptages de points un peu plus simples. Il faut aimer. Alors si on n'aime pas la fantasy, eh bien on prend Marvel Remix. Si on préfère le fantasy et le médiéval, Fantasy Realms fonctionne très bien avec l'extension qui est un plus. Donc ça, ce sont les deux jeux les plus anciens. Voilà, je vais mettre ces deux-là, là, hop. C'est les deux jeux un peu anciens, entre guillemets, hein. Et cette année, on a vu débarquer deux nouveaux jeux. Alors hop, je le mets sur le côté. On a vu débarquer deux nouveaux jeux qui utilisent strictement la même mécanique de jeu, mais pourtant qui ne procurent pas les mêmes sensations. Et ouais, c'est assez étrange. Il y a eu beaucoup de discussions sur les réseaux en disant voilà, est-ce que je prends Caprice du Roi? Est-ce qu'on prend Insurrection? Si on a déjà Fantasy Realms et Marvel Remix, est-ce que ça fait pas des doublons là, tous ces trois, des triplons, des quadruplons? Eh bien non. Les quatre même. Alors, le Fantasy Realms et le Marvel Remix sont vraiment très très proches. À part le petit twist de Marvel Remix avec cette histoire de héros et de vilains qu'il faut absolument posséder à la fin du jeu. Par contre, Caprice du Roi n'est pas du tout pareil que Fantasy Realms, n'est pas du tout pareil qu'Insurrection, et vice-versa, hein, parce que Insurrection ne se joue pas du tout pareil que Caprice du Roi, et ne se joue pas du tout pareil que Fantasy Realms. Alors, on va commencer par Caprice du Roi. Alors, on va pousser ça. Dans les Caprices du Roi, en fait, on va retrouver la même mécanique de jeu, c'est-à-dire à son tour de jeu, on va pouvoir prendre des cartes du marché ou de la pioche et défausser une carte, et à la fin de la partie, ça se joue en 6 manches, là par contre, obligatoire, il n'y a que 6 manches. Dans Caprice du Roi, donc on va avoir des Caprices du Roi, d'où le titre du jeu. On va avoir des familles de cartes aussi. En début de partie, on a des cartes en fait qui se décomposent en familles. On a des paysannes, on a des bourgeoises, on a des nobles. Comme dans Fantasy Realms, etc., les points là-haut, ça va nous servir de points de victoire en fin de partie, mais pas que. Et elles ont une autre fonction. Chaque catégorie a un petit effet de jeu aussi, qui est vraiment là pour le coup très différent de Fantasy Realms. Ça ne va pas jouer de la même manière. On a les bourgeoises qui vont permettre d'être défaussées. On peut à son tour défausser 2 bourgeoises pour récupérer 2 cartes au lieu d'une dans Fantasy Realms, donc ça donne un peu plus de souplesse. On a l'éclair en fin de partie qui permettent de scorer un peu plus dans une des conditions du roi. On a les paysannes qui peuvent être recrutées et placées devant nous. On peut les prendre devant le marché là et les placer devant nous, ce qui fait que en fin de partie, on aura nos 7 cartes en main plus les paysannes qu'on aura devant nous. On peut aussi recruter des artisanes qu'on pose devant nous, donc ça va augmenter notre main. Et dans les caprices du roi, eh bien, on tire en début de partie 4 caprices du roi. Alors, il y a 2 caprices qui sont toujours permanents. C'est-à-dire qu'on va essayer de faire des suites, d'où l'utilité des numéros ici. On va essayer de faire des suites qui se suivent. Et si on arrive à faire une suite d'au moins 6 chiffres, on aura 20 points. Si on fait une suite de 7 chiffres, on aura 30 points. Une suite de 8 chiffres, on aura 40 points. Ça, c'est un ordre du roi qui est toujours en jeu. Celle-ci, elle ne change jamais. On sait toujours qu'on va devoir faire des suites. L'union fait la force. On sait aussi qu'on va essayer d'avoir des cartes de la même famille. Donc plus on a de cartes de la même famille, plus on va scorer en fin de partie. Si on a 3 cartes de la même famille, on a 5 points, 4 cartes, on a 15 points, etc. Donc ça, c'est 2 ordres qui sont connus. Et lors de la mise en place, eh bien, on va tirer parmi tout ce paquet là. Donc là, au niveau rejouabilité, il y a de quoi faire, hein. Parmi ce paquet, on va tirer 4 nouveaux caprices du roi, qui sont du coup aléatoires. On les met face cachée pendant la partie. Sur ce tas-ci, on distribue 7 cartes, les cartes là. On distribue 7 cartes à chaque joueur et on en met 6 en haut des caprices, là, tac, 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 parce que ça va jouer en 6 manches. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On en met 6. Et donc, en début de manche, lors de la première manche, on révèle le premier caprice du roi. Et donc là, on sait qu'en plus des 2-6, là, de faire des séries, de faire des triplettes, des quadruplettes, etc., on va essayer de respecter cette condition-là, qui nous dit que le roi veut au moins 2 bourgeoises et 2 chevaliers. Donc ça, on sait que c'est le premier caprice. On a des petits tokens ici, là. Le premier caprice, il rapportera, si on arrive à respecter ces conditions, il rapportera 30 points. Le deuxième caprice qu'on révèle en manche 2, il rapportera 20 points. Le troisième en manche 3, il rapporte 15. Et le quatrième en manche 4, il rapporte 10. Et on a la manche 5 et la manche 6 qui nous servent à ajuster un petit peu
et essayer d'améliorer tous ces combos qu'on essaye de faire avec nos cartes. Donc en début de manche 1, on met en place, on met au marché une première carte, on révèle la première caprice. Son tour de jeu, alors au début, la première partie qu'on a fait, on s'est retrouvé un peu bête, on avait nos 7 cartes en main. On a lu la règle et on s'est dit, bah, manche 1, on révèle une carte, on choisit une carte, soit celle-ci, soit celle de la pioche, soit celle que les adversaires éventuellement ont rajoutée au centre. Je fais mon choix de piocher une carte, de défausser une carte, fin de tour. Deuxième tour, on révèle une carte ici, pareil, je choisis une carte que je mets devant moi, enfin une carte que je récupère, j'en défausse une, fin de tour, et on fait ça 6 fois. Et là, on s'est regardé avec Vincent, mon collègue de jeu, on s'est dit, mais c'est impossible, on va rien réussir à faire, c'est que du pif. Eh ben non, on voit qu'avec les effets des cartes, des différentes cartes, des différentes guildes, entre guillemets, on arrive à faire différentes choses. Donc en manche 2, on va révéler le deuxième caprice du roi, et là aussi il y a de l'aléatoire parce que parfois les caprices du roi, ce sont des caprices, hein, eh bien, sont un peu contradictoires les uns par rapport aux autres, donc il faut essayer d'optimiser et de se fixer sur un objectif qui rapporte plus de points. Donc là, le deuxième caprice, c'est qu'il ne veut pas d'artisane, et il veut au moins un prêtre et un ministre. Voilà, donc là on sait que maintenant on essaye d'avoir 2 bourgeoises, 2 chevaliers, pas d'artisane, un prêtre et un ministre. On révèle la deuxième carte, c'est la manche 2. On fait son choix, on récupère une carte du marché ou une carte de la pioche, on défausse une carte, point, c'est fini. Et ensuite, on fait la manche 3, même chose, on révèle le troisième caprice, et bien là, vous voyez, c'est un caprice du roi contradictoire. Cette fois-ci, pour ce contrat-ci, il nous dit qu'il ne veut pas de bourgeoise. Alors que pour le premier contrat qui lui rapportait 30 points, il veut de bourgeoise. Donc là, à nous de voir, bah, celui-là, comme je suis parti sur cette option-ci, bah, je vais peut-être pas faire celui-là, tant pis. Parce que là, il veut 0 bourgeoise, et en plus, il veut une carte de 2 de ses cas suivants. Il veut au moins une carte, soit de prêtre, de noble et de chevalier. Il en veut 2 dans cette famille-ci. Et bien sûr, on révèle aussi une autre carte, avec la carte bouffon, qui sont un petit peu particulières, etc. Donc, il y a vraiment beaucoup de choses à faire. On a une petite aide de jeu ici, qui nous récapitule un petit peu la valeur des paysannes. Donc les paysannes, elles ont que des valeurs de 1 ou 2. Les artisanes, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4. Et on voit que par exemple, si on veut choper un 7, eh bien, il n'y a que les ministres qui ont des valeurs de 0, 1 ou 7. Donc si on veut faire une suite un peu longue, on a un marchand aussi qui vaut 7. Et donc chaque guilde a des valeurs différentes. Les ministres fonctionnent un petit peu différemment parce qu'ils nous permettent d'avoir des effets un petit peu spéciaux. Derrière, on a les effets de toutes les guildes. Alors, je vous ai dit, les paysannes qui permettent d'être recrutées et posées devant nous, ce qui fait que ça augmente notre nombre de cartes en main pour essayer de faire des grandes suites, par exemple, ou avoir 5-6 paysannes. Du coup, on fait l'union fait la force avec 6 paysannes, bah, donc 2, 3, 4, 5, 6, on a 50 points. Par exemple, ça peut être une stratégie. On a les bourgeois, je vous ai dit, on peut défausser 2 bourgeoises de notre main pour repiocher 2 cartes. Et là, ce qui est cool, c'est qu'on peut repiocher des cartes soit du marché, soit de la pioche. On peut faire une combinaison des deux, ou soit prendre 2 du marché, ou soit prendre 2 de la pioche. On fait ce qu'on veut. Les chevaliers qui permettent de transformer une autre de nos cartes en chevalier pour essayer de faire des combinaisons. Les clercs qui comptent comme un clerc de plus quand on fait des unions fait la force. L'union fait la force. Si j'arrive avec 5 clercs, ben en fait j'en ai 6, ce qui me permet de scorer beaucoup plus. Les marchands, ce sont les cartes bleues. Là, j'en ai plus des marchands. Alors, est-ce que je vais avoir un marchand? Les marchands, eux, ils rapportent. Donc, je vais prendre un ministre et un marchand, tiens. Les marchands, là, les petites cartes bleues, eh bien, s'ils sont présents dans une série, dans une suite, eh bien, ils nous rapportent 5 points de plus par marchand présent dans la série. Donc, ça peut être cool. Les ministres, je vous ai dit, il n'y en a pas beaucoup en jeu. C'est eux qui ont une valeur de 0 ou de 7. Et donc, on peut faire 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, etc. pour les suites. Et lui, bah, ce ministre-là, et tous les ministres ont des effets différents, en fin de partie, il peut se transformer en artisan, en bourgeoise ou en marchand. Donc, s'il est dans ma série de 0, 1, 2, 3, 4, 5, et ben en plus, si je le considère comme un marchand, il me rapporte 5 points de plus. Donc, les nobles, alors les nobles, je vous ai pas dit, hein, mais les nobles, quand on défausse un noble plus une autre carte notre choix, on récupère 2 cartes du marché. Pas de la pioche, c'est forcément du marché. Sauf que les nobles, hop, je vous remonte derrière, les nobles ont des très grosses valeurs, donc ils rapportent 9 points, 10 points, 11 points, 12 points, donc ça peut scorer très fort. Voilà, donc ce caprice du roi, les caprices du roi, franchement, une première partie assez déroutante. Mais quand on a fait la première partie, on a tout de suite voulu enchaîner une deuxième, puis une troisième, puis une quatrième. Les parties sont très courtes. Par contre, on se fait beaucoup plus de nœuds au cerveau que dans Fantasy Rims. Parce que Fantasy Rims, finalement, on essaye de se monter une stratégie, puis après, on espère que les cartes sortent. Alors parfois, quand ça sort pas, il faut essayer de s'adapter. Ou quand il y a une super carte qui sort, bah, on la prend et on change un peu notre stratégie si on n'est pas trop en fin de partie. Là,
mine de rien, avec les effets des cartes, eh bien, on a des sensations de jeu vraiment très, très différentes. Alors oui, c'est la même mécanique de jeu. Je pioche une carte, je jette une carte, je pioche une carte, je jette une carte, mais grâce aux différentes familles, aux différents effets des cartes, ça ne donne pas du tout la même sensation. L'histoire de faire des séries ou des cartes identiques aussi, ça permet d'adapter sa stratégie, de ne pas faire les mêmes choix. Les caprices du roi, eh ben, ils vont aussi orienter un peu notre stratégie, mais on va surtout souvent se concentrer sur les deux premiers. Sauf si pas de pot, et ben, si on a ça, ça nous laisse un peu plus de liberté, hein. Là, il fallait 2 bourgeoises, 2 chevaliers. Celui-là, il faut 0 bourgeoise. Donc, si en début de manche, dans ma main, j'avais pas de bourgeoise, et en voyant le deuxième contrat, je fais: ah bah celui-là, je vais le faire et lui, je l'abandonne. Donc, on essaye d'adapter un petit peu ce qu'on fait. Donc, ce caprice du roi, vraiment une très très bonne surprise. Je vous dis, ne vous laissez pas un petit peu dérouter par la première partie qui paraît un petit peu étrange. En général, une fois qu'on a fait la première, on a envie d'en faire une autre, voire encore une autre. Comme ce ne sont pas des parties très longues, c'est l'avantage de ces 3 jeux-là, c'est que comme c'est pas très long, eh bien on peut refaire plein de parties. Voilà donc pour ce caprice du roi que j'adore et qui restera dans la ludothèque, qui ne fait pas du tout doublon avec Fantasy Realms. Et l'autre jeu qui est sorti et qui reprend là aussi la même mécanique que Fantasy Realms, mais qui ne procure pas du tout non plus les mêmes sensations de jeu. Alors, je le dirai, si je vais le dire maintenant, mon favori toujours, donc c'est Fantasy Realms. Mon deuxième que j'aime bien, c'est Caprice du Roi, et celui un peu derrière, c'est Insurrection. Après, c'est personnel, hein. Insurrection, c'est aussi dans un univers médiéval, avec des illustrations un petit peu fantastiques. Et ici, le petit twist qui change, hop, donc Insurrection, hein, on peut y jouer de 2 à 6. Caprice du Roi, je crois que c'est pareil, non, de 2 à 5. Et Fantasy Realms, c'est de 1 à... de 1, oui, parce qu'il y a un mode solo. Regardez une vidéo, je vous ai fait une petite partie, ça dure 10 minutes, 12 minutes une partie, c'est super efficace. Et Marvel Remix, c'est pareil, c'est de 2 à 6, de 2 à 6, donc de 2 à 6, 2 à 6, 2 à 5. On peut jouer à beaucoup, c'est aussi une des forces de ces jeux, ces 4 jeux-là présentés. Insurrection, donc on a un petit twist dans Insurrection, parce que Insurrection c'est pareil, ça va être, comme je vous ai dit tout à l'heure, la même mécanique de jeu, mais bien sûr, il y a des petites nouveautés, sinon, bien entendu, ça serait trop identique à Fantasy Realms. Il y a juste la mécanique de jeu qui est reprise. Donc, on a un petit pion, héros, là. Et ce petit pion, c'est parce que dans Insurrection, on va se balader de la forteresse rebelle. Donc ça, il va y avoir un petit chemin qu'on va créer en début de partie. On a notre forteresse rebelle. On va arriver tout au bout du chemin. Hop là, si tu veux bien zoomer, au donjon de Christine. Peut-être, je vous dis bien peut-être, je vous dis pourquoi. Et au milieu, on va créer un chemin de 4 cartes. Alors les cartes, on a des cartes A, des cartes B, on a des lieux de base B, hop là, parce qu'il y a différents niveaux de difficulté si on veut s'adapter. Est-ce que tu veux zoomer? Ah, il est vraiment pénible aujourd'hui. Voilà, on a des cartes de base, mais si on les met de l'autre côté, ce qui est le plus intéressant avec ce jeu-ci, c'est qu'on a des lieux avancés. Donc on va mettre 4 lieux avancés, on met 2A, 2B, je crois, hop, on les mélange, on met au hasard, et je mets une autre B, voilà. Et donc voilà, lieu avancé. Et donc, on met nos petits personnages au début, bim, ici, et on a une carte aide de jeu, effet de jeu, parce qu'on a des effets de jeu. On a la corruption, et la corruption, c'est le petit twist de ce jeu-ci. Au début de partie, hop, on va distribuer à chaque joueur. Alors là, je me mélange un peu dans le nombre de cartes, hein. Je ne sais plus combien on en a. Chaque joueur va avoir 3 cartes peuple. Chacun va avoir 3 cartes peuple. Alors les cartes peuple, c'est celle-ci. C'est celle avec le petit œil de corruption, là, d'insurrection. Et même chose, il va y avoir des cartes de différentes couleurs. Qui vont scorer avec d'autres cartes. On a des cartes violettes qui représentent la corruption, le mal, et ça c'est très important parce que c'est ce qui fait l'originalité d'Insurrection, c'est que les cartes vont avoir des valeurs de scoring différentes en fonction que ce soit le bien qui gagne ou le mal qui gagne la partie. Chaque carte du mal a des petits icônes de corruption, et si à un moment dans la partie on a 10, hop là je le mets là, hop je monte ça ici un petit peu, voilà. Si à un moment dans la partie, on a 10 icônes de corruption dans le marché, le mal l'emporte. Et par exemple, ici, on va voir ça. Est-ce qu'on va mettre tiens, on va mettre les gobelins. Si à la fin du jeu, j'ai les gobelins dans ma main,
Si c'est le bien qui l'emporte, il ne me rapportera que 3 points. Il veut pas zoomer, c'est un truc de fou aujourd'hui. Voilà. Si c'est le bien qui l'emporte, il rapporte 3 points. Si c'est le mal qui l'emporte, il remporte 9 points. Donc, il y a des cartes comme ça qui combattent. Là, par exemple, aussi, on a le loup, là. Alors, le loup, si je l'ai dans ma main et que c'est le bien qui gagne, j'ai qu'un point. Si c'est le mal qui gagne, j'ai 10 points. Si le loup, il se retrouve dans... il veut plus zoomer en bas. Hop là. Allez. Ah, c'est dingue. S'il se retrouve dans le marché, le loup, là, j'ai déjà 1, 2, 3, 4 symboles de corruption. Comme dans les autres, mon tour de jeu, c'est simple, c'est je pioche une carte du marché ici. Donc, je peux enlever de la corruption si je veux absolument que ce soit le bien qui gagne. Mais il faut que je perde une carte de ma main. Donc, en début de tour, en début de partie, on a 3 cartes peuple. On a 3 cartes peuple. Et on a des cartes leader. On va avoir le choix entre 2 cartes leader. Alors, les cartes leaders, hein, c'est les héros qui rapportent des points différents. Ici, par exemple, lui, on a Kia la paladine qui rapporte 15 points, mais moins 2 par petites flammes qui sont visibles à l'intérieur du marché. Là. Les petites flammes, par exemple, l'invocatrice, elle a un petit symbole flamme, la tête de flamme. Donc, si elle est encore au marché en fin de partie, eh ben, la paladine, elle vaut moins 2. Donc, moins 2 pour chaque tête de flamme. Donc, on a 2 cartes héros en début de partie. On en choisit un. Et on se retrouve du coup avec une main de 4 cartes. Voilà. Et début de manche, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, en début de manche, on regarde où est-ce qu'on est. Et là, ce qui est cool, c'est qu'il y a plus de choix au marché. Parce qu'en début de manche, on va avoir chaque fois le nombre de cartes qu'on va remettre dans le marché. Hop. Oh, c'est dingue, il veut pas zoomer aujourd'hui. Hein. Il est en grève du zoom. Tac, tac. Je ne veux pas faire d'auto-zoom, je suis fâché. Il veut plus du tout. Bon, c'est pas grave. Ah si, il veut. Donc, on met 4 cartes dans la rivière et chaque joueur en repioche une. Ça, c'est la manche 1. On met les 4 cartes dans la rivière. 1, 2, 3 et 4. Voilà, c'est pas de pot. J'avais pas vraiment mélangé, mais on se retrouve déjà avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 corruptions. Si on arrive à 10, c'est la fin. C'est le mal qui l'emporte. Et après, à son tour de jeu, eh ben, c'est ultra simple. Je choisis une carte dans le marché et je défausse une carte de ma main. Et j'ai oublié de dire, pardon, on met 4 cartes au marché et on pioche une carte. C'est comme ça que notre nombre de cartes en main va aussi augmenter. Ouais, j'ai repioché une corruption. Donc on fait ça. Son tour de jeu, je choisis une carte, je défausse une carte. On choisit secrètement chacun. Alors je mets face cachée, tous les joueurs jouent face cachée. On révèle la carte qu'on a mis devant nous. Celui qui a la plus forte valeur, ça sert à ça les valeurs. Hein. Les valeurs ne servent pas pour marquer des points ici. Celui qui a la plus forte valeur va choisir en premier l'action qu'il fait. Il va choisir une carte du marché et il va défausser la carte qu'il avait sélectionnée. Les petits héros avancent. À chaque fois, ça nous dit combien de cartes on rajoute au marché, combien de cartes on pioche. On repioche à chaque fois une carte en début de manche. Et dans les lieux avancés, eh ben, on a des petites conditions un petit peu. L'initiative la plus haute, par exemple, le joueur qui choisira la carte. Et c'est un truc de fou. Hein. Le Zoom, franchement, aujourd'hui, il est en grève, il fait trop froid, il n'a pas envie de travailler. Voilà, l'initiative la plus haute peut piocher une carte peuple puis remettre sous la pioche une carte de sa main. Donc les lieux ont des petits effets différents. Ici, on remettra 3 cartes au marché, chaque joueur en repioche une. Il n'y a pas de conditions spéciales. Ici, 2 cartes au marché, on en repioche une. Et après avoir retourné les cartes peuple et avoir pioché une nouvelle carte, chaque joueur passe une carte de sa main à son voisin de gauche. Donc on va drafter un petit peu. Ici, on a un autre petit lieu avancé quand on sera arrivé là. Donc on remet 2 cartes au marché. Rappel, si on arrive à 10 corruptions, la partie se termine tout de suite et c'est le mal qui l'emporte et on fait nos conditions de scoring. Ici, on dit après avoir retourné les cartes peuple et avoir pioché une nouvelle carte, chaque joueur passe une carte de sa main à droite. Et quand les héros sont arrivés au donjon, on remet une carte au marché, chaque joueur pioche une carte, on fait la dernière manche. Et si c'est le bien qui a gagné, on compte nos points. Si c'est le mal qui a gagné avant la fin de partie, on s'arrête et on compte également les points. Et les points, bah, c'est hyper simple. Hein. On a 8 points, moins 1. C'est vraiment un truc de fou. Il veut pas zoomer aujourd'hui. Voilà, il faut que je monte super haut. 8 points et moins 1 par symbole. Non, il veut pas. Hein. Moins 1 par symbole corruption. Donc là, s'il y a beaucoup de symboles corruption, eh bien, cette carte ne rapporte pas beaucoup de points. On a aussi des petits effets de jeu. C'est ce que je disais dans l'aide de jeu. Il y a certaines cartes. On va mettre ces deux-là, là. Tac. Voilà. Eh ben non, pas voilà. Hop. Il y a certaines cartes qui ont des effets de jeu. Mais c'est un truc de dingue, il veut pas aujourd'hui. Par exemple, Nina, là, elle a 2 petits yeux. Et ben quand on regarde sur l'aide de jeu,
Les petits yeux, on va mettre en bas, tant pis, il ne veut pas travailler aujourd'hui. On va laisser en bas. Ça permet de regarder secrètement la première carte de la pioche et de la mettre face visible. On la met face visible dans le marché ou on la remet sous la pioche. Si on a une carte qui nous intéresse, ça peut nous permettre de faire notre troc si elle est très intéressante. Et il y a certaines cartes qui ont des cartes épées. Et bien, les cartes épées, on choisit une carte de la rivière ici qui est visible et on la tue, c'est-à-dire on la défausse. Si je veux pas que le mal l'emporte, eh bien cette carte-là qui vaut 3 symboles de corruption, eh bien je la défausse et hop, je limite un petit peu l'effet du mal dans le royaume et ça permet de gérer un petit peu mieux les situations compliquées. On a les ours aussi qui valent 3 points ou 7 points si on est majoritaire en ours. Les petits points ici, ça indique combien il y a d'exemplaires dans le jeu. Le gnoll, vous voyez, là, un symbole de patte, un symbole de flamme et un de corruption. Et si on la joue en tant que carte à défausser, on pourra éliminer une carte au centre du plateau. Il y a des cartes qui scorent en fonction des cartes qui sont visibles devant. Ici, on a les occultistes qui valent 2 points plus 1 point par casque, par guerrier, plus 1 point par flamme. Donc pareil, on a le dragon qui vaut 7 points ou... tiens, celui-là il est bizarre, ou 0 corruption. Tac, on a, celle-là je ne l'avais pas vu le dragon, la guerrière qui donc permet de détruire une carte de la rivière et 6 points si le bien l'emporte, 4 points si c'est la corruption, le mal qui l'emporte. Donc voilà, cette insurrection vous avez vu, c'est toujours la même mécanique, mais il y a des petits twists différents. Déjà la rivière est beaucoup plus abondante parce qu'on la réapprovisionne beaucoup plus souvent avec des cartes. Il y a le petit système de la carte qu'on défausse, et bien si on prend une grosse valeur, on va choisir en premier, donc on peut parfois jouer une grosse carte parce qu'on a intérêt, on a une carte de la rivière qui nous intéresse absolument, donc on veut la récupérer en premier. Donc il y a plein de petites mécaniques qui viennent se rajouter dans ce insurrection. Les effets des lieux, alors je vous conseille de jouer tout de suite avec les effets avancés, hein, ils ne sont pas compliqués. Ça permet d'avoir des petits effets, des petits changements de règles en cours de partie, c'est toujours agréable. Cette petite tension entre je veux faire gagner le mal ou je veux absolument pas que le mal gagne, c'est assez sympa aussi parce que parfois on va jeter des cartes corruption pour que le mal l'emporte parce qu'on a des cartes qui rapportent des points si le mal l'emporte, mais les adversaires, eux, ne veulent surtout pas que le mal l'emporte et refont partir ou reprennent des cartes pour qu'il n'y ait pas ces 10 symboles de corruption. 10 symboles, hein, comme dans Fantasy Realms où il y avait 10 cartes fin de partie. Enfin bref, vous avez maintenant une vue d'ensemble sur ces 3 jeux. Je le répète, pour moi, ces 4 jeux même, pour moi, ils ne font absolument pas doublon. Les seuls qui font doublon vraiment réellement, c'est Marvel Remix et Fantasy Realms. Ça, c'est juste une question d'univers, ce que vous préférez entre les deux. Mais par contre, pour moi, les Caprices du Roi et Insurrection, ce ne sont pas du tout, mais alors pas du tout, les mêmes sensations de jeu. Pour le moi, ils sont tous les 3, tous les 4 très bons. La preuve, j'ai les 4 et je garderai les 4. Parce que c'est des petits jeux qui se jouent rapidement, qui s'expliquent vite. Des petites boîtes qui ne prennent pas de place, qu'on peut emporter facilement en vacances, qu'on peut ranger facilement dans la ludothèque, qui sont les 3 pour moi superbement illustrés. J'adore l'univers des 3. Le seul hic pour moi, en niveau qualité et en niveau édition, c'est le Marvel Remix. Les cartes sont voilà, j'ai à peine touché. Hein. J'ai à peine touché, la carte elle est gondolée. Donc le Marvel Remix, niveau qualité d'édition, c'est le plus faible. Fantasy Realms, les cartes sont épaisses. En tout cas, l'édition que moi j'ai, la première édition, les cartes sont épaisses. Les cartes de l'extension sont encore plus épaisses. Pour Caprice du Roi, la qualité est top aussi. C'est super agréable à manipuler. Insurrection, les cartes sont de bonne qualité aussi. Les illustrations sont très sympas. Ça fait un peu plus cartoon, un peu plus BD. Caprice du Roi fait un peu plus médiéval, médiéval dessin animé aussi. Et après, c'est une question de goût. Donc franchement, moi, ces 4 petites boîtes, je vous les conseille. Testez-les, vous verrez que ce n'est pas du tout les mêmes sensations de jeu. C'est que la mécanique de Fantasy Realms qui est reprise. Le reste, c'est vraiment mais très différent. Voilà, donc ça devait être une petite vidéo finalement, encore 35 minutes. 10 minutes par jeu à peu près, c'est raisonnable. Vous avez maintenant un aperçu complet de tout cela, de ces 4 jeux. Donc à vous de vous faire votre avis. Moi en tout cas je vous dis merci de m'avoir regardé jusqu'au bout. Merci aux nouveaux abonnés, aux anciens abonnés. Merci à tous. Les fêtes de Noël approchent. Peut-être que je préparerai un top 2025. Dites-moi si ça vous intéresse ou pas. Pour moi, les tops, j'ai un petit peu de mal, entre guillemets, parce que ça sera mes tops à moi et mes flops, entre guillemets, mes déceptions à moi, à nous, à la maison. C'est pas universel, c'est une question de goût, de ressenti.
Donc si ça vous intéresse, dites-le moi. Je vous ferai une petite sélection des, tops de 2025 en coopératif, en solo, en duo, les déceptions en global de 2025, les jeux qui m'ont un peu déçu ou très déçu, moi. Mais comme je vous l'ai dit, hein, les tops et les flops, c'est très personnel, donc je trouve ça un petit peu étonnant que ça ait autant de succès. Ça donne un aperçu un peu de ce qui a marché pendant l'année, mais ça reste très, très personnel. Donc il y a des jeux que moi j'ai adorés qui vont être dans mon top et que les gens vont, pas spécialement aimer et idem, je sais déjà que j'ai un jeu dans mes déceptions que je vais mettre. Je vais me faire encore allumer parce que je n'y comprends rien et je suis nul et je suis ridicule. Ça parle d'une couronne et d'un roi que moi je mets dans mes déceptions parce que je n'ai pas du tout aimé ma partie, mais c'est moi personnellement, et ça, il y a beaucoup de personnes qui ont du mal à comprendre que ce n'est qu'un ressenti pour moi. Je l'ai dit, donc c'est The Old King's Crown pour ne pas citer le nom. C'est une grosse déception pour moi et que pour moi, et beaucoup de gens ne comprennent pas que c'est une déception du joueur ludique Kev et que le jeu, lui, est très bon et très agréable et très bien pensé, qu'il y a plein de trucs super, mais que moi, personnellement, c'est une déception pour moi. Donc voilà, donc peut-être je le ferai ou je le ferai pas, on verra bien. En tout cas, merci à vous d'être présent sur la chaîne. Je vous dis bonne fin de journée, bonne nuit, bonne matinée, comme vous voulez, en fonction du moment où vous êtes dans votre journée. On se retrouve nous bientôt, peut-être, sans doute, pour une autre vidéo, ça c'est sûr, peut-être sur les tops et les déceptions de cette année 2025. En tout cas, moi je vous dis à bientôt et kenavo à tous. Salut!